Avicii, Calvin Harris, David Guetta, les Black Eyed Peas, tous ces artistes qui ont dominé les classements mondiaux dans les années 2010 le doivent à deux Français. Daft Punk est le duo électronique le plus reconnu de l'histoire de la musique. Sauf que peu de gens le savent, mais en 2005, le groupe est au bord du gouffre. La critique et le grand public les jugent ringards, leur dernier album est un échec, et beaucoup les pensent définitivement finis. Pourtant, une décision radicale va totalement inverser la tendance. Une décision qui va non seulement sauver leur carrière, mais propulser un genre musical tout entier sur le devant de la scène mondiale. Bienvenue dans cette 23e vidéo du mois d'août. Aujourd'hui, Cocorico, on va parler de deux Français, très certainement les deux musiciens français les plus impactants de l'histoire de la musique. Installez-vous confortablement, on va voir comment ce duo va faire de la musique électronique l'un des genres les plus populaires des années 2010. « 92% d'entre vous regardent sans être abonnés à la chaîne, et ça brise mon petit cœur. Statistiquement, t'en fais très sûrement partie. Alors pour me soutenir, je t'invite à t'abonner. Merci pour le soutien, on est parti. Tout commence au début des années 90 à Paris. Thomas Bangalter a un avantage majeur sur la majorité des musiciens qui débutent. Son père, Daniel Vanguard, est un producteur et auteur à succès des années 70 et 80. Il a notamment écrit et produit des hits internationaux pour des groupes comme la Compagnie Créole par exemple. Grâce à son père, Thomas ne découvre pas l'industrie musicale par la création, mais par les mécanismes du business. Il apprend très tôt comment fonctionne la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les contrats de licence et la répartition des revenus. Il sait exactement comment les maisons de disques exploitent les artistes. En 87, Thomas rentre en classe de 4e et rencontre Guy Manuel. Les deux deviennent très copains et créent un groupe de rock appelé Darlene. En 92, ils sortent un morceau sur un label britannique. Un journaliste anglais qualifiera leur musique de Daft Punky Trash qu'on peut traduire par du punk débile. Thomas et Guy Manuel adorent l'insulte, alors ils en font leur nouveau nom. Daft Punk est officiellement né. Au début des années 90, l'industrie musicale est en pleine mutation technologique. Dans les années 70 et 80, les synthétiseurs étaient d'immenses machines très chères réservées aux grands studios ou aux stars. Mais grâce à l'évolution technologique, les synthés deviennent fiables, plus compacts et surtout beaucoup moins chers. Le duo abandonne alors les guitares et s'achète des machines d'occasion. Ils enregistrent leur premier morceau électronique dans la chambre de Thomas et en 95, le duo explose aux yeux du monde. Après Daft Punk, les grandes maisons de disques américaines et européennes se battent pour les signer. C'est là qu'intervient la première décision stratégique majeure du groupe. Daft Punk fonde sa propre société de production, Daft Trax. Il signe avec la maison de disques Virgin, mais sous la forme d'un contrat de distribution. Virgin s'occupe uniquement de fabriquer les CD et de les distribuer dans les magasins. Le groupe conserve 100% de sa propriété de ses masters, mais surtout le plus important, ils possèdent l'entièreté de leur liberté créative, et ça va tout changer. Tout ça nous mène à la sortie de leur tout premier album l'année suivante. L'album Homework se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Les deux Parisiens acquièrent une notoriété mondiale, sauf qu'ils sont très bien conscients de tout ce que ça engendre. L'absence de toute vie privée, la destruction de leur anonymat au quotidien et un épuisement mental permanent lié au voyeurisme et à la pression médiatique. Alors, pour échapper à tout ça, ils créent le concept des robots. Ils font fabriquer des casques sur mesure équipés de LED par des designers d'effets spéciaux d'Hollywood. Ce choix de l'anonymat total, qui de base était pour préserver leur vie privée, deviendra au final une stratégie hyper efficace. Déjà, ils s'affranchissent du vieillissement physique. Un visage humain vieillit, se fatigue et s'abîme. Un casque de robot reste identique pendant des décennies. Ensuite, ils déplacent la valeur de leur personne physique vers un avatar visuel déclinable à l'infini en produits dérivés, jouets, clips et visuels publicitaires. Pendant plusieurs années, le modèle fonctionne
parfaitement. Leur deuxième album, intitulé Discovery, sort en 2001 et se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur projet musical fait par des Français dans toute l'histoire de la musique. À ce moment-là, Daft Punk est reconnu dans le monde entier, tant par le grand public que par les experts de l'industrie. Mais malgré cet énorme succès, tout s'effondre 4 ans plus tard, en 2005. Daft Punk sort son troisième album, Human After All. Le disque a été composé et enregistré à toute vitesse en seulement 6 semaines. Le résultat, on va pas se cacher, j'adore Daft Punk, je suis chauvin, mais c'est clairement moins bon que le chef-d'œuvre qui était Discovery. Le média américain Pitchfork lui donne la note de 4,9 sur 10. Le magazine Rolling Stone lui attribue 2 étoiles sur 5. La critique estime que le duo tourne en rond. Et le concept des casques de robots, qui était vu jusque-là comme du génie, devient le symbole d'une coquille vide pour masquer un manque d'inspiration. Les ventes s'effondrent. L'album s'écoule à seulement 126 000 exemplaires sur les 12 premiers mois. C'est 8 fois moins que l'album précédent. Au début de l'année 2006, la perception générale est claire. Daft Punk est un groupe des années 90 en fin de course, dont le dernier album est un échec critique et commercial. Sauf qu'un certain Paul Toilette, miskin le nom, n'est pas du tout de cet avis. Paul, c'est un passionné qui suit le groupe depuis leur début. Bien que leur dernier album a été boudé par le grand public, Paul comprend que le catalogue de Daft Punk, surtout les albums Homework et Discovery, ont acquis un statut de mythe absolu au sein de la communauté électronique et de la jeunesse. Et Paul, même s'il a un nom qui pue du cul, c'est pas n'importe qui. C'est le promoteur du festival de Coachella, le plus gros festival du monde. À ce moment-là, Daft Punk n'a pas donné un seul concert depuis 97, soit 9 ans d'absence sur scène. Ils n'ont tout simplement jamais donné de concert avec leur casque de robot. Lors de l'été 2006, Paul fait un pari que l'industrie juge très risqué, mais qui va s'avérer être, au final, le plus grand coup de maître de l'histoire des festivals. Il propose à Daft Punk un cachet de 300 000 $. À l'époque, pour un artiste électronique, c'est une somme énorme, c'est même une somme impensable pour un groupe qui semble être sur la fin. Daft Punk accepte, mais ils prennent une décision radicale. Ils décident de dépenser l'intégralité de leur cachet de 300 000 $ et d'ajouter 100 000 $ de leur poche pour l'injecter dans les frais du spectacle en lui-même. L'objectif est clair, proposer un show inoubliable. Pendant plusieurs mois, dans un hangar à Los Angeles, ils conçoivent une structure métallique de 7 mètres de hauteur en forme de pyramide, entièrement recouverte de panneaux lumineux à LED. Bon, aujourd'hui les LED c'est assez courant, mais en 2006 c'était extrêmement rare, hors de prix et techniquement très complexe, en particulier sur une scène de concert. Le 29 avril 2006, Daft Punk monte sur la scène de Coachella. Je le répète parce que c'est un détail historique fondamental. Avant ce concert, Daft Punk n'avait jamais joué de concert sur scène sous la forme de robot. Personne sur Terre ne savait à quoi ressemblerait un concert de Daft Punk en robot. C'était une première mondiale, et ce soir-là, l'histoire s'écrit. La structure est prévue pour accueillir 10 000 personnes. Ce soir-là, plus de 40 000 festivaliers se présentent pour essayer de voir le spectacle. Le public voit une pyramide en 3 dimensions, recouverte de lumière, au sommet de laquelle 2 robots gèrent des ordinateurs et des synthétiseurs. Sur le plan technique, la prestation est folle. Au lieu de passer des morceaux les uns après les autres comme un DJ classique, le groupe a découpé l'intégralité de leur répertoire commercial en centaines d'échantillons isolés. Pendant 75 minutes, ils superposent les éléments de leurs différents albums. La guitare d'un morceau tourne au-dessus de la ligne de basse d'un autre morceau, sur les paroles de ce morceau. Pour tous les DJ qui regardent cette vidéo, vous savez très bien que ça semble impossible. Et bah, ce soir-là,
Daft Punk l'a fait. Le rapport de force entre la musique live et l'anonymat trouve, à ce moment-là, sa justification ultime. Si Thomas et Guy Manuel étaient montés sur scène en t-shirt et en jean, le public aurait vu deux hommes de 30 ans mixés. Mais parce qu'ils sont totalement anonymes sous des casques, l'humain disparaît complètement. L'anonymat, à ce moment-là, transforme une prestation technique en une expérience visuelle quasi mythologique. En 1h15 minutes, Daft Punk ne vient pas seulement de réussir un concert, ils viennent de modifier les règles économiques de l'industrie du spectacle. Dès le lendemain, la vidéo du concert circule massivement sur une toute jeune plateforme internet lancée un an plus tôt, notre très cher YouTube. Des dizaines de milliers de festivaliers ont filmé la pyramide avec leur premier téléphone portable. Les répercussions pour Daft Punk et pour l'industrie sont juste énorme. Déjà, le groupe transforme cette hype en une tournée mondiale. Il joue 48 dates à travers le monde, en ressort un album live qui remportera 2 Grammy Awards. Je rappelle que quelques mois plus tôt, ils étaient vus comme des robots ringards des années 90. L'album Human After All, qui était un échec commercial 14 mois plus tôt, rentre dans les classements de ventes mondiaux. Maintenant, concernant l'industrie musicale, le concert de Daft Punk à Coachella est vu comme la date de naissance officielle de l'industrie de l'EDM, qui signifie Electronic Dance Music, qui est un terme global qui désigne la musique électronique, donc la house, la techno, la dubstep, etc. Avant le 29 avril 2006, ces genres représentaient une part très faible du marché. Après cette date, les promoteurs des festivals américains comprennent que la musique électronique peut remplir des stades entiers. Les grands organisateurs d'événements modifient immédiatement leur stratégie d'investissement. Le festival Lollapalooza a créé une scène dédiée aux musiques électroniques. De nouveaux festivals géants émergent comme Ultra ou Tomorrowland. En quelques années, le marché de l'EDM passe d'un rien à un secteur pesant plusieurs milliards de dollars. Par la suite, de nombreux artistes EDM feront partie des plus écoutés de la planète grâce à la porte ouverte par les Daft Punk. Le 22 février 2021, Daft Punk publie un court-métrage annonçant la fin officielle du groupe après 28 ans d'existence. Jusqu'au dernier jour, Thomas et Guy Manuel n'auront jamais fait de tournée d'adieu commerciale, jamais donné d'interview à visage découvert et jamais cédé les droits de leur catalogue à un fonds d'investissement. Leur carrière aura été marquée par des paris impossibles. L'anonymat déjà, puis un concert avec 400 000 $ d'investissement, mais au final, ce sont eux qui vont faire passer un cap à la musique électronique. Hier, on a parlé de celui qui a fait du rap le genre le plus écouté du monde. Demain, on parlera du premier rappeur milliardaire, un homme qui va drastiquement impacter l'industrie musicale de par sa vision. Il s'appelle Jay-Z et c'est demain. Alors, à demain.